Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du DCA. Le DCA, pour moi, ça fait... Alors, c'est pas quelque chose qui est nouveau, bien entendu, mais on a toujours l'impression un petit peu qu'on redécouvre un petit peu l'eau tiède en bourse. C'est comme le suivi de tendance et ce genre de choses-là. Mais ça ne fait pas de mal, bien entendu, puisque ce sont des approches qui sont très intéressantes pour la plupart des investisseurs, notamment. Et donc, le DCA également revient pas mal, et ça revient surtout avec donc de l'investissement, évidemment, de long terme de, et de l'investissement, on voit beaucoup de personnes proposer de faire du DCA sur des actifs spécifiques, notamment sur le Bitcoin, sur Tesla, sur Google, voilà, sur vraiment d'être très spécifique sur un certain nombre d'actifs. Et pour moi, c'est toujours la même chose en bourse, si vous voulez. C'est pas l'outil qui est mauvais. À chaque fois que je vais justement dire attention, attention au tracker, attention à l'investissement passif, c'est pas passif, attention au DCA, ce genre de choses-là, il y a toujours des personnes qui vont lever un petit peu les boucliers. Mais l'idée, ce n'est jamais de critiquer cela, parce que ce n'est pas l'outil qui est en tort, c'est la manière dont on l'utilise. Et la problématique que je vois avec le DCA actuellement, c'est justement une mauvaise utilisation. Le DCA, c'est le dollar cost averaging, qui est en fait quelque part un lissage périodique que l'on fait dans le temps. C'est quelque chose qui, sans le savoir à l'époque, à mes débuts, en fait, je faisais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'attendais mes fins de mois pour avoir mon salaire qui tombait, pour y allouer une partie de ce salaire-là et rajouter sur mon compte en bourse, c'était du dollar cost averaging, puisque chaque mois, d'une manière périodique, donc j'allouais une somme fixe et j'augmentais mon compte de cette manière-là. Mais déjà, à l'époque, quand j'y réfléchis, en fait, c'était pour moi la bonne manière d'utiliser l'outil. La bonne manière d'utiliser l'outil et le DCA, pour moi, c'est d'augmenter régulièrement votre portefeuille. Donc tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, en fonction, c'est d'allouer une part spécifique de capital qui vient. Ça, évidemment, c'est dans l'idée où on sait ce que l'on fait et donc on va mettre en place une stratégie, c'est-à-dire que ce capital nouveau qui arrive, on ne va pas l'investir uniquement sur un tracker ou sur une seule valeur. On va, en fonction des opportunités, justement, ça va gonfler notre portefeuille et nous permettre plus de possibilités, nous permettre de mettre en place notre stratégie, nous permettre de diversifier au fur et à mesure le portefeuille. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le vrai DCA. Le vrai DCA, pour moi aussi, c'est d'une manière périodique, c'est d'aller acheter des trackers ou des fonds directement. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des moyennes. C'est-à-dire que quand vous achetez une seule valeur au sein de votre DCA, vous en fait lissez votre prix. Alors oui, on a l'impression que sur le long terme, et puis on va faire de jolies statistiques sur les 50 dernières années pour vous prouver que ça fonctionne bien, pour vous prouver que voilà, si vous aviez mis 10 000 euros et que vous aviez rajouté 1 000 euros tous les mois dans l'action Tesla depuis 10 ans, ben vous seriez très certainement millionnaire aujourd'hui, etc. Bien entendu, le vrai danger en bourse, c'est toujours, moi, dès que je vois, si vous aviez mis tant sur cette action-là, vous aurez tant aujourd'hui, ça c'est le plus grand danger des marchés, parce que ça vous pousse à penser que voilà, il faut faire de gros paris. De la même manière que lorsqu'on a les gros films bankable d'Hollywood, etc., qu'est-ce que l'on a? On a des investisseurs qui font des gros paris, qui ont tort pendant un certain temps et qui tiennent comme des malades et qui finissent par avoir raison et devenir richissimes. Mais c'est la mauvaise leçon, c'est toujours la mauvaise leçon. Donc pour moi, le DCA, c'est la même chose, c'est un très bon outil et c'est un outil qui doit être utilisé par les investisseurs. Les investisseurs actifs, notamment, peuvent l'utiliser comme je le fais, comme j'ai pu le faire, puisqu'après je réinvestissais mes gains. Mais l'idée, c'est d'utiliser son salaire, etc., ou des rentrées d'argent. L'avantage du DCA également, c'est que pour toutes les personnes qui me posent la question et qui reçoivent un héritage, ou qui reçoivent une grosse somme d'argent, ou qui vendent un fonds de commerce, qui vendent de l'immobilier, et qui se disent bah, « je vais l'investir en bourse », ben, le DCA, en fait, la logique du DCA, c'est justement ici de l'appliquer, c'est de dire je ne vais pas investir tout
au même moment. Alors oui, il y a des rapports qui vont vous expliquer qu'il vaut mieux investir la somme, que vous allez gagner plus, mais moi je suis toujours beaucoup plus prudent. Je pars du principe qu'il faut se donner le temps d'apprendre, il faut se donner le temps de bien associer dans quel cycle de marché on est, et donc lisser également ses entrées par rapport à des grosses sommes d'argent. C'est appliquer du DCA de la bonne manière pour moi, avec un esprit prudent, et c'est-à-dire sauvegarde du capital, apprentissage, avant d'aller chercher de la perf. Et donc, pour moi, la mauvaise utilisation du DCA actuellement, c'est toutes les personnes en fait qui comprennent mal en fait ce qu'est le DCA et qui en fait transforment le DCA en du buy and hold et de l'accumulation en suivi de tendance. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Le DCA, c'est pour des personnes qui n'ont globalement pas beaucoup de temps, ou pour celles qui sont actifs mais qui rajoutent donc et qui augmentent leur portefeuille au fur et à mesure, mais sinon c'est pour des personnes qui vont aller acheter des fonds. Le DCA, c'est pour aller acheter des fonds, pour aller acheter des trackers, parce que les indices ne meurent jamais. Je vous avais montré notamment un graphique, je vous le remets à l'écran, qui détermine la différence de performance entre justement un tracker qui va répliquer un indice. Et si vous aviez acheté au même moment que vous avez acheté ce tracker, donc admettons il y a 10 ans, toutes les valeurs pondérées de la même manière à l'intérieur de cet indice-là, mais que vous n'aviez pas repondéré les valeurs et que vous étiez vraiment resté en buy and hold et en mode passif, c'est-à-dire j'achète les valeurs de ce tracker-là avec les mêmes pondérations à l'instant T, et 10 ans après, j'ai conservé exactement les mêmes valeurs. Et vous voyez sur le graphique la différence de performance que ça fait. Pourquoi? Parce que le tracker, c'est tout sauf de l'investissement passif. Et c'est là aussi où j'avais fait une autre vidéo où on se ment un petit peu à nous-mêmes, à croire qu'on fait de l'investissement passif, mais tous les choix que l'on fait, c'est de l'actif. Quand vous achetez un tracker, le tracker lui-même est actif parce que continuellement, il va repondérer les valeurs en son sein. Donc, les valeurs dont la capitalisation boursière augmente, leur pondération augmente, et donc le tracker va en acheter plus. Et à contrario, les valeurs dont les capitalisations bourse qui baissent, et donc dans la capitalisation boursière baisse, et donc la pondération dans l'indice baisse, eh ben, il va les alléger. Et c'est ce qui permet en fait des gros accidents. C'est-à-dire qu'en règle générale, l'indice va prendre certes une partie de la baisse d'un titre qui est en train de perdre de sa superbe, mais il ne va pas l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la faillite potentiellement, parce il sera allégé déjà au fur et à mesure de sa baisse, et il sortira justement de l'indice avant la faillite, sauf cas évidemment de falsification, d'erreurs comptables, et puis mensonges et compagnie, bien entendu. Mais du coup, l'avantage, c'est que l'indice, en fait, il va toujours être pondéré et il va vous offrir une diversification et il va accumuler ce qui fonctionne et alléger ce qui ne fonctionne pas. Ce que la plupart des investisseurs ne font pas dans la vraie vie, et c'est ça qui leur font obtenir une contre-performance. Et donc pour moi, la vraie erreur actuellement, c'est aujourd'hui de se dire oui, oui c'est magique, je fais du DCA, mais en fait ce que vous faites quand vous faites du DCA sur un actif précis comme Tesla ou comme le Bitcoin par exemple, c'est que vous êtes en train certes d'acheter au fur et à mesure, de lisser votre prix d'achat, mais petit à petit en fait, comme vous êtes en train de vous concentrer sur un seul actif. Et donc, sans vous en rendre compte, au bout de quelques années, en fait, une part importante de votre patrimoine est concentrée dans un seul actif. Alors évidemment, les journaux vous parleront des mecs pour qui ça a super bien marché sur les 10 dernières années et qui sont devenus richissimes. Mais il faut bien comprendre que ça a été un pari. Et il faut bien comprendre donc que pour un mec pour qui ça a fonctionné, il y en a 10 qui sont aujourd'hui à ne jamais pouvoir revenir. Parce que l'avantage de faire du DCA sur un indice, c'est qu'à long terme, on s'en sortira toujours mieux que sur un actif précis, parce que cet actif précis peut toujours disparaître du jour au lendemain. Regardez Enron, regardez Wirecard, regardez même sans disparaître, même potentiellement il y a le doute qui subsiste, mais regardez Solution 30, etc. Donc vous avez tout un tas d'excellents business comme ça, mais pour des raisons X ou Y, à un moment donné, ils perdent de leur superbe. N'oubliez jamais également que actuellement, quand vous faites du DCA et que vous achetez même un tracker au monde, ce qui serait la bonne manière, admettons, de faire du DCA, de diversifier, ben vous ne diversifiez pas tant que ça, parce qu'après 10 ans de marché haussier, 10 ans de concentration de plus en plus dans les mêmes valeurs,
Aujourd'hui, vous avez, quand vous achetez un tracker monde, 50% de ce tracker monde qui est investi sur des valeurs américaines et qui est investi donc sur le S&P 500. Et quand vous regardez le S&P 500, aujourd'hui, vous avez sur le S&P 500 30 valeurs qui vont faire quasiment, je ne sais plus, 35 ou 40% de sa capitalisation. Ça veut dire que lorsque vous avez acheté un tracker monde, en fait, vous avez acheté essentiellement des valeurs américaines et vous avez acheté essentiellement une vingtaine de valeurs qui vont représenter aujourd'hui l'essentiel de la capitalisation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous avez cet effet momentum, au fur et à mesure où vous avez ce suivi de tendance qui se met en place, au fur et à mesure où tout le monde croit que le suivi de tendance c'est génial, que le buy and hold c'est génial et que le DCA c'est génial, eh ben, il faut toujours faire attention parce que en bourse, toute méthode va fonctionner jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Et alors, à très long terme, évidemment, on va vous ressortir des stats pour vous expliquer que ça fonctionne. Sauf que, en fait, d'une manière très lissée, vous ne voyez pas les mouvements et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire du DCA, vous êtes en train de faire de l'investissement passif, vous êtes en train de faire ce genre de pari à lisser. Vous ne faites pas vraiment du DCA, vous faites du moyennement à la hausse. Donc, tant que votre tendance est haussière, c'est très bien, mais il faut prendre conscience que vous êtes en train de surpondérer votre risque, que vous êtes en train de surpondérer la volatilité de votre patrimoine, puisque au fur et à mesure, cette action-là ou cet actif-là devient de plus en plus prédominant dans votre portefeuille, et votre portefeuille devient de plus en plus prédominant dans votre patrimoine global. Donc il arrive n'importe quoi à cette valeur-là ou à cet actif-là, et vous pouvez avoir vraiment beaucoup de volatilité, ce qui peut impacter du coup beaucoup plus vos émotions, et c'est-à-dire que quand vous faites du buy and hold ou du DCA, du moyennement à la hausse, en règle générale, vous ne vous rendez pas compte du risque parce que c'est haussier, la tendance est haussière. En bourse, c'est toujours la même chose, on se rend compte qu'on n'avait pas le bon profil et on se rend compte qu'on avait une aversion au risque, on se rend compte également du risque qu'on avait pris que quand c'est trop tard. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous poser les bonnes questions et de bien vous dire qu'il faut faire attention qu'aujourd'hui, le DCA, pour moi, n'est pas utilisé à bon escient par la majorité des investisseurs qui se protègent derrière le fait de dire qu'à long terme, ça fonctionne, etc. Oui, mais je pense qu'il y a une mauvaise utilisation aujourd'hui de ce qu'est réellement le DCA à la base. Ce n'est pas un mauvais outil, c'est pour moi beaucoup de personnes qui l'utilisent mal. Donc du coup, il faut revenir évidemment sur les 10 dernières années et on peut parler, et je peux vous montrer à l'écran tout un tas de graphiques de différentes valeurs sur lesquelles vous allez me dire « bah ouais, mais ça fonctionnait super bien ces 10 dernières années ». Mais c'est la même chose, c'est toujours la même chose. En bourse, on sait ce qui s'est passé ces 10 dernières années et la plupart des gens vont avoir un biais de confirmation de penser que ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, voire les 50, va continuer de se réaliser sur les 10 prochaines années ou les 50 prochaines. Mais le monde, évidemment, change et il n'y a absolument aucune certitude. Or, vous êtes en train d'avancer vers un monde où vous n'avez pas de certitude, vous pensez faire du DCA, vous pensez faire de l'investissement passif, mais en fait, ce que vous faites, c'est que au jour d'aujourd'hui, que ce soit via des trackers, si vous ne diversifiez pas suffisamment, ou que ce soit vers des valeurs que finalement vous moyennez à la hausse, vous êtes en train d'augmenter votre risque, parce que vous êtes de moins en moins diversifié, en fait, vous êtes de plus en plus concentré. Alors, il y a des personnes qui vont me répondre, bah oui, il faut mettre un stop, etc. Ouais, mais on sort du cadre de cette vidéo, vous êtes déjà en train d'appliquer du moyennement à la hausse, du suivi de tendance, donc vous êtes déjà dans la stratégie active. Donc on sort déjà, même si vous rajoutez de l'argent tous les mois, etc., qui est l'aspect DCA, on sort quand même de l'idée générale du côté passif long terme, et j'y passe le moins de temps possible, que la plupart des gens vont appliquer. Et c'est là où est réellement le risque, c'est de ne pas savoir et de ne pas comprendre qu'à un moment donné, vous augmentez votre risque et de s'en rendre compte, bien entendu, trop tard. Donc vous avez beaucoup de valeurs comme ça, évidemment, sur lesquelles ça a fonctionné. Vous regardez le Bitcoin, évidemment, vous dites ça fonctionne, etc. Mais ce qui est important de regarder également, c'est que dans l'histoire, vous avez, au-delà du fait de juste sortir et d'enfoncer des portes ouvertes en disant la bourse monte de 8% par an en moyenne depuis 100 ans, et donc de regarder un graphique sur les bourses mondiales et de voir que vous avez des explosions à la hausse, tout le monde aujourd'hui regarde les marchés américains, mais sachez également que vous avez des périodes dans l'histoire où les marchés, les indices boursiers eux-mêmes ne font rien.
Ça veut dire que les plus grosses pondérations ne font rien en attendant qu'il y ait des retournements de cycle. Il y a 20 ans, les GAFAM d'aujourd'hui, c'était les valeurs pétrolières. Regardez ce qu'ont fait les valeurs pétrolières, elles ont continué de bien performer, elles ont continué de verser du dividende, mais par rapport à la performance de l'indice, elles ont sous-performé. L'ensemble du secteur de l'énergie qui était la poule aux œufs d'or et sur quoi tous les gens faisaient du DCA, parce qu'à l'époque aussi on faisait du DCA, à l'époque aussi on savait déjà que la majorité des gérants ne barraient pas les indices. J'ai retrouvé un papier de 1995, et je suis sûr qu'on peut remonter bien avant, qui faisait déjà justement l'appel aux trackers. L'idée à ce moment-là, c'est que le monde a changé et qu'on a eu les GAFAM, et donc le monde aujourd'hui s'est surpondéré sur une minorité de valeurs, de la même manière qu'il était surpondéré sur une minorité de valeurs il y a 20 ans. Alors vous pouvez très bien me dire que dans 20 ans, les GAFAM seront toujours là, les GAFAM seront toujours la clé, potentiellement oui, en effet, mais on n'est pas là pour faire des gros paris sur l'avenir, on est là avant tout, dans ce type de stratégie-là, pour sauvegarder son capital, c'est ça la clé, et donc pour diversifier au-delà de cela et savoir un petit peu ce qu'on fait. Et donc ces valeurs énergie, si vous regardez leur performance, c'est des performances qui sont, ma foi, tout à fait honorables. En plus, vous avez eu du dividende. Mais si vous regardez, en fait, vous êtes battu par le marché sur les 20 dernières années. Donc, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que si vous aviez décidé de faire du DCA sur des actifs spécifiques à l'époque où tout le monde ne parlait que des valeurs énergie et personne ne voyait leur fin, bien entendu, ou dans un avenir 30 ans, 40 ans, etc. Il faut se rappeler également que dans les années 70, vous aviez énormément de rapports qui nous expliquaient que le futur de l'énergie, c'était le nucléaire. Donc, bien entendu, à aujourd'hui, le nucléaire n'a pas disparu, mais vous avez eu Tchernobyl et compagnie qui ont un petit peu rebrassé les cartes. Donc, il ne faut jamais dire jamais en bourse. Et donc, par rapport à ça, pour moi, il ne faut pas oublier que si vous prenez le DCA et que vous l'utilisez de la mauvaise manière et que vous accumulez finalement du risque dans une concentration de votre portefeuille et moins de diversification, même sans vous en rendre compte en prenant juste des trackers indiciels par exemple, eh ben, il y a des périodes dans l'histoire où pendant 10 ans, 20 ans, les indices boursiers n'ont rien fait. Et pendant ce temps-là, il faut bien prendre en compte et pas me dire « oui, mais pendant 20 ans, les indices boursiers n'ont rien fait, ben, tant pis, je laisse vivre, etc. » 20 ans, même pour un investisseur long terme, c'est très très important pour vos objectifs financiers. Et puis 20 ans, il faut prendre en compte également l'inflation, c'est-à-dire l'indice potentiellement n'a rien fait. Mais même si vous avez eu une inflation pendant 2 ans, l'inflation, ça fait également des intérêts composés. Et donc, même si vous êtes flat pendant 10 ans, même avec une inflation mineure, on va dire à 2%, vous êtes quand même négatif. Vous êtes quand même négatif fortement. Et vous avez une perte d'opportunité parce que vous avez bloqué votre capital sur quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors bien entendu, à très long terme, c'est certainement le bon processus, etc. Mais il faut éviter aujourd'hui toutes les stats et tout l'engouement. C'est parce qu'on se base sur les 10 dernières années et surtout sur les 3 dernières années où on est dans une hausse exponentielle. Une autre hausse exponentielle, c'est le marché japonais dans les années 80. N'omettons pas également la forte hausse exponentielle du marché japonais qui a fait que le marché japonais a pesé très lourd également dans le marché mondial et dans les capitalisations mondiales. Il a baissé de 80% en quelques années et il a mis plus de 20 ans, le Nikkei, à revenir au niveau haut sur lequel il était dans les années 80. Donc ça veut dire qu'il faut bien intégrer également que quand vous êtes investisseur long terme, que vous appliquez une stratégie DCA ou pas de la bonne manière ou pas de la bonne manière, ce qu'il faut bien se dire également, c'est qu'il faut être préparé parce que vous lissez vos prix, vous n'achetez pas seulement quand c'est bas, vous achetez tout le temps. Donc si les prix restent hauts pendant un long moment avant de rebaisser, vous avez lissé pendant plusieurs mois, plusieurs années sur des prix hauts. Donc il faut bien prendre en compte également, et c'est la même chose pour les valeurs énergie que je vous disais, pendant 5 ans elles sont restées sur des niveaux hauts, mais ensuite vous avez eu justement des baisses qui font que votre prix de revient à un moment donné, il est sur le prix actuel. Et pendant 20 ans, vous n'avez rien fait parce que vous avez voulu être précis. Donc c'est là justement où il faut faire attention. Et vous regardez le Nikkei,
c'est 20 ans pour revenir au niveau des années 80. Alors oui, quand on est sur des indices, un indice ne meurt jamais, donc au minimum, vous dérisquez. Au minimum, vous diversifiez, mais ne sous-estimez pas le fait que vous avez quand même des concentrations dans une poignée de valeurs actuellement, et que donc éventuellement, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais pendant les prochaines années, vous pouvez avoir des rendements faibles, puisque c'est d'autres secteurs d'activité qui vont performer par rapport au secteur d'activité actuel, éventuellement, il faut le prendre en considération, et éventuellement, pendant 10 ans, pendant 20 ans, les marchés peuvent se prendre une benne jusqu'à moins 50, moins 60, moins 70%. Est-ce que vous êtes capable de tenir? Qu'est-ce que ça change pour vous? Vous continuez de lisser? Très bien, mais donc du coup vous continuez de lisser, mais il va falloir que le marché reste bas suffisamment longtemps pour que votre lissage arrive à revenir à un bon niveau de prix. Quand il y a des cracks, en règle générale, on voit beaucoup d'affaires et c'est le moment où on a besoin de plus de capital. Et si vous êtes dans une stratégie DCA que vous mettez juste un petit peu au fur et à mesure, eh ben vous avez besoin que les prix restent bas suffisamment longtemps pour que vous puissiez espérer revenir à un prix de revient qui vous permet éventuellement de récupérer la mise, etc. Et ça, c'est très dur pour le mental. Donc il faut d'ores et déjà, aujourd'hui, savoir ce que vous êtes en train de faire, savoir les vrais risques que vous prenez et est-ce qu'ils sont compatibles avec votre aversion au risque, parce que c'est pas demain qu'il faudra se réveiller quand il sera trop tard. Et donc de bien comprendre justement votre profil d'investisseur. À titre personnel, si en effet pendant des années j'ai fait du DCA en rajoutant une partie de mon salaire sur le portefeuille, j'ai toujours veillé à rester un investisseur actif et à diversifier ensuite cette poche-là dans différentes actions et pas faire de l'accumulation à la hausse. Ça, c'est ma partie trading, mais c'est ma partie trading où j'ai toujours une gestion de management, c'est-à-dire que je vais allouer qu'une certaine partie de mon portefeuille à cette accumulation de valeur-là. Je ne rentre pas dans un processus où je continue d'accumuler ad vitam aeternam jusqu'à ce que cette valeur-là représente l'essentiel de mon portefeuille. Même si elle est dans une belle tendance, etc., ça serait un risque trop important de volatilité, de drawdown. Et ensuite, lorsque mon portefeuille représente une bonne partie de mon patrimoine, un risque trop important d'un point de vue objectif financier. N'oubliez pas également que tout le monde est long terme jusqu'à ce que le marché se casse la figure. Et après, on se rend compte, et on se rendra compte, si le marché fait rien pendant 10 ans ou 20 ans, que 10 ans, 20 ans, c'est très long dans la vie d'un investisseur. C'est très très long. Alors, on peut sortir toutes les stats qui vous expliquent que vous retrouverez votre argent éventuellement, mais 20 ans, c'est très très long. Il y a le temps de s'en passer des choses. Vous pouvez avoir besoin de l'argent, vous pouvez avoir d'autres objectifs, vous pouvez avoir des tuiles, etc. qui vous font éventuellement devoir sortir du marché au plus mauvais moment. Donc, c'est tout un tas de choses qu'il faut imbriquer. Et mon idée aujourd'hui, c'est pas de cracher sur un outil, c'est pas justement d'être négatif sur certains aspects, c'est de bien prendre en compte que je pars du principe que malheureusement aujourd'hui, beaucoup trop de raccourcis sont faits parce qu'on est dans des marchés haussiers et que donc on ne se pose pas les bonnes questions sur le risque et le risque qu'on est prêt à accepter et le risque qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Tant que ça monte, je veux dire, on ne se rend pas compte du risque. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous faire passer des stress tests. Et stress tests, c'est quoi? C'est imaginer le marché ne fait rien pendant 10 ans. Imaginez le marché baisse de 50% ces prochaines années et met 10 ans à revenir au niveau sur lequel on est aujourd'hui. Imaginez les GAFAM qui trustent aujourd'hui les plus grosses pondérations disparaissent ou sans disparaître, ont des problématiques X ou Y et c'est un autre secteur d'activité qu'il faut privilégier. Imaginez que le Bitcoin ou les Tesla ou les valeurs spécifiques sur lesquelles vous avez l'impression de faire du DCA, mais en fait ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de moyenner à la hausse ou à la baisse même éventuellement. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les problématiques que vous pouvez avoir? Qu'est-ce qui se passe si ça baisse de 50%? Vous continuez dans ce cheminement-là? Jusqu'où? Jusqu'à quand? C'est ça qui est important. Où est votre limite? Donc c'est ça qu'il faut définir aujourd'hui. C'est pas de dire, en regardant les statistiques, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. C'est de vous dire, quelles sont les probabilités qu'il se passe ça? Est-ce que c'est critique pour moi? Et donc du coup, de vous rendre compte d'ores et déjà aujourd'hui, en vous mettant dans une position de risque, de vous dire, est-ce que la disposition de mon portefeuille actuellement est une bonne disposition? Et est-ce que je suis capable d'accepter ce genre de choses? Ou au contraire, je suis en fait moins diversifié que ce que j'en ai l'air et je suis moins disposé à prendre du risque que ce que j'en ai l'impression, parce que tant que ça monte,
j'ai pas l'impression de prendre du risque. C'est quand ça baisse que je me rends compte de la volatilité et du risque. Voilà, j'espère que cette vidéo et les quelques charts auront pu vous éclaircir là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise stratégie en bourse. Il n'y a pas de mauvais outils. Il n'y a que des mauvaises utilisations. Donc, et chacun doit intégrer dans son propre profil. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre un pouce à cette vidéo si elle a pu vous apporter et de la partager également avec d'autres investisseurs que ça pourra éventuellement aider. J'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, merci de suivre ces vidéos et à la prochaine. Salut!